Alors, bonjour à tous, en ce 10e ou 11e jour de confinement, élèves latinistes, eh bien voici un cours sur l'histoire de Rome. Alors, de temps en temps, nous verrons l'histoire. Nous allons essayer de le faire par ordre chronologique pour que vous ayez une vision à peu près claire de la longévité romaine et de tout ce que ça a pu apporter. Nous allons commencer aujourd'hui par la fondation de Rome, une histoire que vous connaissez, qu'on va revoir, et puis aussi la réalité. Donc on est entre mythe et réalité pour cette histoire, puisqu'il y a deux aspects à envisager. Donc dans un premier temps, une situation un petit peu particulière, puisque cette ville est située près d'un fleuve, comme toutes les grandes villes, les grandes capitales qui ont perduré, comme Paris avec la Seine. Eh bien, c'est le Tibre qui va traverser le centre de l'Italie et dans une région qui est extrêmement bien située, qui est le Latium. Alors, vous voyez sur la carte que le Latium, effectivement, va être situé au milieu de cette péninsule et tout près du fleuve Tibre. Donc c'est une région intéressante, évidemment, parce qu'il y a la mer toute proche, un fleuve pour pouvoir en aliments, en transport et autres. Et puis, eh bien, on peut assez bien naviguer sur tout cet espace. On n'est pas cantonné à un bout. Donc nous allons commencer par l'origine du mythe. Et ça commence pas à Rome, sinon elle serait déjà fondée, mais un tout petit peu plus bas, dans une ville qui s'appelle Albe la Longue. Donc vous regardez, si vous voyez par rapport à Rome, on voit que c'est pas situé très loin, c'est un petit peu plus bas, en retrait, dans une zone un peu volcanique, Albe la Longue. La zone de départ, la première ville, on va dire, avant Rome. Donc c'est une histoire de royauté avec un roi célèbre qui s'appelle Numitor, qui est un descendant d'Énée, on en reparlera. Et comme souvent dans les histoires de royauté, on a aussi des volontés de succession, de prise de pouvoir. Et il va s'agir d'un putsch, puisque c'est son propre frère Amulius qui va s'emparer du trône. Alors, on a cette fameuse Amulius, enfin une hypothèse de représentation, puisqu'évidemment on est dans un mythe. Mais Amulius, eh bien, il a l'idée également de se débarrasser de sa nièce qui pourrait être gênante pour lui plus tard, sa nièce donc, qui s'appelle Rhea Silvia. Et donc il va décider d'en faire une vestale, donc une prêtresse au service de Vesta. Et il sait très bien qu'elle ne pourra plus revenir dans le système politique après, puisque ce sont des femmes qui sont vraiment vouées à la ville, avec des codes très stricts. En plus, elle ne pourra pas se marier, c'est interdit. Il y a un vœu de chasteté. Donc, évidemment, ça va pas se passer comme prévu, sinon il n'y aurait pas d'histoire de Rome. Et donc, c'est un dieu qui va changer un petit peu la donne. C'est le dieu Mars, Arès en grec, qui est le dieu de la guerre, qui va jeter son dévolu sur cette jeune Vestale, donc Rhea Silvia, la princesse en quelque sorte vouée à la religion locale. Et puis, il va la séduire, cette jeune fille. Alors, on l'appelait également Rhea Silvia la Troyenne, c'est ce que je vous expliquais. Le roi Numitor est un descendant d'Énée dans l'histoire, dans le mythe, c'est-à-dire un des jeunes hommes qui a fui la ville de Troie. C'est sur les côtes de la Turquie dans la grande guerre entre les Grecs et les Troyens. Donc on voit sur cette représentation que la séduction, c'est plutôt quelque chose d'imposé à la jeune fille. C'est une interprétation, mais c'est souvent le cas chez les dieux qui prennent ce qu'ils veulent chez les humains. Mais c'est pas anodin parce que de cette naissance, elle va avoir deux jumeaux, donc qui sont issus quand même d'un dieu, et de pas le moindre, dieu de la guerre, donc quelque chose d'assez d'assez guerrier, d'assez décidé, Romulus et Rémus. Eh bien malheureusement, Rhea Silvia va être en quelque sorte démasquée. Son oncle va pouvoir la condamner puisqu'elle n'avait pas le droit d'avoir des relations avec qui que ce soit et on raconte qu'elle va être emmurée. On va l'empêcher de pouvoir réagir, de pouvoir se défendre. Dans une autre version, ce serait sa cousine, la fille de Amulius lui-même, qui aurait demandé que sa cousine soit juste enfermée en prison pour qu'elle puisse continuer à la voir. Voilà.
Donc, la décision du roi n'est pas tendre. Vu qu'il voulait se débarrasser des successeurs, évidemment, il décide de faire tuer Romulus et Rémus. Les choses se passent pas tout à fait comme prévu, puisqu'au lieu vraiment d'un meurtre, en quelque sorte, c'est toujours dans la même histoire qu'on connaît souvent. Un peu comme dans Blanche-Neige, avec le chasseur qui décide de prendre le cœur de la biche au lieu de prendre le cœur de Blanche-Neige, eh bien, les soldats vont décider plutôt de jeter le berceau dans le Tibre, donc dans le fleuve. Et puis la crue, le fleuve, on raconte, est presque est divinisée et va poser les enfants sur le rivage. Après, les enfants vont être recueillis par une louve. Alors ça, c'est souvent quelque chose qui a été raconté dans divers récits, que les louves pouvaient avoir une tendresse maternelle pour des enfants. Suite à la louve, eh bien, ce sera un berger, un Faustulus, qui va finir par les accueillir dans sa famille et les faire grandir. Bon, évidemment, ces enfants vont grandir, ils auront un talent naturel, on va dire presque génétique, et donc ils vont vite se faire remarquer par leur oncle. Donc ça devient un peu gênant, un petit peu embêtant. Et ils vont prendre la décision de s'exiler, de partir fonder leur propre ville, loin d'Albe-la-Longue, de créer autre chose, de nouveau. On peut imaginer qu'à l'époque, évidemment, on ne fonctionne pas comme un pays, comme un État, avec plusieurs villes. Chaque ville, finalement, a son roi et sa responsabilité. Donc, ils vont partir pas très loin, finalement, un tout petit peu au-dessus. Et ils vont s'installer au pied du mont Palatin. Donc, le mont Palatin fait partie des collines de Rome, puisque Rome est fondée sur 7 collines. Et donc au départ, on nous raconte qu'ils vont s'arrêter au pied de ce mont Palatin en décidant que ce serait la zone de leur ville. Il y a quand même une question qui se pose, ce sont des jumeaux. C'était une longue question qui s'est posée avec les royautés. Eh bien, quand on en a deux, il en faut qu'un qui soit potentiellement le roi, qui puisse régner. Donc en fait, comme les Romains, même d'origine, sont très superstitieux, en tout cas cette histoire se raconte après, on va décider d'attendre un signe des dieux. Et puis c'était très fréquent d'aller consulter le ciel, regarder, puisque les dieux habitaient dans le ciel, eh bien on va regarder les oiseaux, le vol des oiseaux, et ils vont regarder le vol des vautours. Et dans un premier temps, c'est Rémus qui va apercevoir le premier 6 vautours. Et il se dit, c'est moi qui vais être le roi, j'ai été le premier à les apercevoir. Sauf que dans la foulée, c'est Romulus qui va en voir 12. Alors là, c'est sans appel, on est dans le double. Et donc c'est Romulus qui va être le fondateur de la ville de Rome. Et il décide, donc pour commencer, comme ça se faisait un peu symboliquement, de faire tracer à la charrue le tour de la future ville qu'il va administrer. Rémus, qu'on peut imaginer un petit peu chagrin, un petit peu ronchon, va décider de sauter au-dessus du sillon en disant voilà, c'est rien du tout cette ville pour l'instant, je peux très bien sauter en arbre au-dessus de ton sillon. Et Romulus, très déjà instauré dans sa posture de roi, qui veut marquer les esprits. On imagine qu'il y a déjà une petite foule, une petite troupe qui les poursuit. Va se battre avec son propre frère Rémus pour marquer que c'est un sacrilège. Un sacrilège, c'est quelque chose de très grave qui offense les dieux. Donc Romulus, fort de ça, peut vraiment s'attaquer à son frère. Et malheureusement, dans le combat, ou heureusement, on ne sait pas pour la politique, pour la royauté, il va tuer son frère, ne laissant donc que Romulus. Et de fait, c'est Romulus qui devient roi. Ça a un avantage, et puis c'est presque un message pour les générations futures. Il ne faut un seul représentant, un seul roi, et donc pour les autres frères, méfiance, quoi. On ne peut pas prendre le pouvoir. Donc, pourquoi Rome? Mais évidemment, Romulus va donner son nom à la ville de Rome. Bon, maintenant, dans la version historique. Alors, la version historique, vous allez voir, a des similitudes. En tous les cas, on part sur un principe de berger. Probablement un peuple de bergers qui vivait dans les collines. Et bien dans les collines, là où est situé actuellement Rome, justement, et peut-être dans des petites cabanes en bois, selon qu'on aurait pu retrouver. Ce qui est assez amusant par rapport au mythe, c'est qu'on va retrouver le Palatin. On pense que, vu les fouilles, leur civilisation serait située au niveau du Capitole et du Palatin. Alors, ils sont situés un peu en hauteur sur ces collines, tout simplement parce qu'à l'époque, le Tibre, c'est une région marécageuse qui ne donne pas vraiment de possibilité pour les humains de vivre
dans des bonnes circonstances, avec une vie saine, parce qu'il y a des épidémies dans un premier temps, avec ces marécages, ces eaux stagnantes, mais aussi à cause des crues du Tibre hein, qui dépassent et qui vont évidemment inonder les maisons si jamais on voulait s'installer à ce niveau-là. Donc comme vous voyez, voilà, les deux collines qui sont côte à côte, où on a pu retrouver des fouilles qui montrent qu'il y a vraiment eu des populations pré-romaines, on va dire, qui ont habité ici. Un mode de vie simple. Et puis il va y avoir dans un deuxième temps les Étrusques. Alors c'est très important puisque finalement Rome va être vraiment rendue à l'état de ville parce que bon, c'est pas 3 bergers qui vivent sur les collines qu'on va faire vraiment une ville. Par contre le peuple étrusque lui vit déjà un petit peu dans la région mais un petit peu au-dessus du Tibre. Et puis bon, par des volontés sûrement d'extension tranquillement il va descendre, dépasser le Tibre et on est au 7e siècle avant Jésus-Christ. Hein. Et ce peuple va se déplacer et va fonder hein, cette ville de Rome, du moins le démarrage, quoi, le tout départ. Alors, comme vous voyez là au tableau, on a une sculpture étrusque, c'est pas du tout un peuple, on va dire, simpliste au fin de la préhistoire. On a quelque chose déjà qui est artistique, qui est tourné vers l'intelligence, la construction, l'art. Donc on a déjà un peuple qui est évolué hein, quand on parle des Étrusques. Donc c'est au 7e siècle qu'ils arrivent en traversant donc, le fleuve, en s'étendant en quelque sorte. Donc comme vous voyez, ils avaient déjà, alors on est surtout sur une zone qui était quand même plutôt vers le nord de l'Italie actuelle, et puis ils vont tout simplement descendre un tout petit peu, voilà, pour aller se situer au niveau de la Rome actuelle. Eh bien, ils vont accomplir les grands travaux. L'état de petite colline où on avait des bergers, eux, ils vont commencer à vraiment fonder une ville. Et pour fonder une ville, ils vont commencer des choses essentielles. Et pourtant, il y a très longtemps, comme on parlait du 7e siècle, hein, ils vont déjà assécher les marécages, une partie des marécages du Tibre qui posaient ces problèmes d'épidémie et de crue. Donc, ils vont travailler hein, à les assécher pour donner une terre tout simplement fertile où on peut habiter. Ils vont également faire un plan de la ville, commencer vraiment à une construction de toutes pièces en quelque sorte, et pour une protection, déjà, formaliser un certain nombre de remparts. Alors, la ville initiale, vous voyez, c'est la partie centrale, la ville des Étrusques, et puis après qui a été agrandie petit à petit. On aura également des égouts, et ça doit vous étonner, 7e siècle avant Jésus-Christ, on est presque à 3000 ans d'aujourd'hui, au Moyen-Âge, presque pas on n'a pas d'égout, hein, dans beaucoup de villes, donc c'est quelque chose qui nous fait réfléchir. Les Étrusques connaissaient déjà des choses très importantes, et ils vont mettre en place, hein, à partir du Tibre, un petit système d'égout déjà au cœur de la ville, qui va permettre d'évacuer les eaux usées et de limiter les épidémies. Et donc, la ville de Rome naît réellement ainsi. Vous voyez qu'entre le mythe parfois et la légende, il y a des proximités, puisqu'on a ce peuple qui se déplace, probablement un prince ou quelque chose qui se déplace pour fonder sa propre colonie. On a le 7e siècle qui est très important également et qui marque bien un démarrage de la ville de Rome. Et on a ces collines qui sont déjà habitées avant même les Étrusques, et c'est bien les collines de Rome hein, qui vont être à la fois utilisé par les bergers, puis par les Étrusques, et puis petit à petit agrandi et aménagé. Donc voilà commence l'histoire de la ville de Rome.